merci à tous et à toutes chères intervenantes. Je vais peut-être commencer par une petite question pour ensuite laisser la place aux questions de la salle. La question serait, vous y avez un peu déjà répondu par des pistes, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que les fans réagissent? Donc, vous avez souvent plusieurs questions très différentes. Ce qui m'intéressait, c'était la question que peut-être c'était mentionné par Boris, par Dominique un peu plus, la question d'une place dans une communauté. Qu'est-ce qu'on fait de cette dimension de reconnaissance euh, quand on étudie les fans, quel poids est-ce qu'on donne au fait qu'en partie, ils le font pour avoir une place dans une communauté. Je ne sais pas si vous avez des choses en plus à dire sur ce que vous avez déjà dit. Moi, je dirais que pour ce qui est des fan edit, en tout cas, puis je pense que c'est le cas de beaucoup de pratiques de fans, cette application-là est venue d'un besoin qui était de plus en plus de s'impliquer parce que en tant que fan, on en voulait plus. Ou on n'était pas satisfait. Pour les fan edit, c'est parti de là. On n'était pas satisfait de ce qu'on voyait, on n'était pas satisfait de la courbature que prenait telle ou telle franchise, telle ou telle tradition. Donc, je pense que c'est peut-être partie d'une manière de s'impliquer pour un peu faire partie de ça, puis aussi pour un peu sauver son fandom. Dans le cas de Star Wars, c'était vraiment le cas de préserver les originaux qui étaient plus disponibles dans les voies officielles. Comment t'as Dans le cas, disons, des modifications de jeux vidéo, l'aspect de communauté, je crois que ça rejoint beaucoup, en fait, cet aspect de communauté créative, disons. J'imagine, en fait, je pense que d'abord, quand on décide de créer une modification de jeu vidéo, c'est peut-être par une insatisfaction. Il y a énormément de modifications qui sont juste de réparer des bugs laissés déjà par le jeu une fois le jeu sorti. Puis, à travers ces contenus-là, disons, empruntés, ça vient aussi d'un désir de vouloir avoir tel objet dans son jeu pour pouvoir personnaliser son expérience. Quand on crée un mode et qu'on le publie, évidemment, c'est pour en faire profiter aussi les gens qui n'ont pas nécessairement les capacités techniques pour pouvoir créer eux-mêmes ces éléments-là. Donc, un aspect de partage énormément, beaucoup sur le Steam Workshop, entre autres, une portion de commentaires aussi où les gens vont laisser leur appréciation ou de dépréciation. Ça arrive aussi dans les jeux. Donc, ça devient une plateforme aussi, un réseau social, en fait, que de participer à produire des modifications. Donc, un aspect de communauté aussi qui est très important. Dans le cas du sous-titrage puis du fansubbing, c'est beaucoup, les fans se sont organisés à l'ère de la démocratisation d'Internet des logiciels de sous-titrage pour sous-titrer principalement des animés pour la communauté de fans qui ne parlent pas japonais. Donc, il y avait vraiment une fonction de compréhension. Donc, ça permettait, beaucoup de dérogations de la norme qui passaient plus ou moins inaperçues. Là. Par rapport à ça, qu'est-ce qui est important, c'est que les fans aient accès au contenu puis qu'ils aient accès à une compréhension du contenu. Par la suite, ça s'est élargi à pas mal toutes les émissions de télévision dans beaucoup de langues dans le monde. C'est des communautés qui sont très organisées, qui ont des groupes, qui font de la traduction collaborative. Donc, l'émission sort. En dedans d'une heure, les sous-titres sont faits parce qu'il y a 10 personnes qui travaillent sur leur portion. Puis après ça, tout se colle ensemble et l'épisode va sur Internet. Puis dans le cas du sous-titrage professionnel, à l'opposé, c'est très la connaissance n'est pas accessible. Les programmes universitaires qui offrent des cours de sous-titrage sont vraiment peu. C'est difficile, comme tous les métiers techniques du cinéma, à y accéder. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail qui doit être fait à l'intérieur des institutions pour leur légitimiser leur travail. Puis après ça, sur le marché du travail, il y a comme beaucoup d'enjeux de reconnaissance par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau de la visibilité, c'est le contraire. La communauté est survalorisée par rapport aux gens qui sont aussi des fans qui essayent de manger, qui essayent de nourrir leurs enfants et tout ça. Donc, il y a comme une problématique d'objets à l'intérieur de ça qui
qui revient vers l'université, je pense. Puis c'est une partie de la réflexion que je voulais faire avec ma communication. Merci. Donc, par rapport, je pense aussi juste à l'importance des communautés, je pense que juste aussi, généralement, c'est fondamentalement humain là, de vouloir créer des communautés. Puis je sais que en ce qui a trait à community, mon objet d'étude en particulier, cette idée de communauté-là, même, je veux dire, c'est dans le titre, là, mais ça a été très, très, très important. Ça a eu un rôle important, pas juste pour eux, en fait, mais dans la relation qu'ils entretenaient aussi avec le créateur, ce qui leur a fait prendre aussi une position particulière qu'ils pouvaient avoir une influence sur le contenu. Donc, je pense que d'une certaine façon, il y avait un certain plaisir là-dedans d'être reconnus dans leur travail par le créateur lui-même, ce qui leur donnait une position que généralement la plupart des fans n'ont pas nécessairement. Avec l'importance qu'on doit leur donner, c'est ça, c'est une question comme tellement difficile à répondre selon comme tellement de différents aspects. Mais je pense que c'est définitivement pertinent de se poser la question. Puis peut-être qu'il y a certains, justement, objets qui vont se prêter plus à ça. Puis je pense que la communauté des fans a quand même lieu d'être là par rapport à ça, malgré tout. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Santiago. Oui, je veux juste tout simplement soulever l'idée de est-ce que la partie coopérative rentre dans votre réflexion parce qu'il y a un intérêt de la part de l'industrie de cultiver un engagement des fans qui rentre, qui est créé à partir de justement d'une création des interfaces, des possibilités ou des message boards qui permettent aux fans d'interagir. Donc, d'une part, il y a ce que vous êtes en train de décrire comme un genre de démocratisation des fans et leur implication dans des objets d'art, mais de l'autre côté, il y a un intérêt aussi qui nourrit ce type d'engagement de fans. Et comment est-ce que ça rentre pour vous dans votre réflexion sur le type de marche que vous êtes en fait entreprendre? Il y a effectivement, je pense que les studios rentrent beaucoup dans ce jeu-là. Déjà dans les DVD, il y a de plus en plus de matériel qui a été mis au service des fans. Quand on regarde comme exemple très très récent dans la série Watchmen, il y a eu plusieurs indices qui ont été donnés dans plusieurs. Je pense que c'était le site web officiel là, qui mettait plusieurs documents, un peu à la manière des extraits de journaux dans le roman graphique original. Donc, je pense qu'il y a vraiment une volonté d'exploiter, de mettre à profit ces communautés-là, puis d'aller les chercher. Christopher Nolan a beaucoup joué aussi avec ça dans les films de Batman, où il y avait... puis aussi... Ridley Scott avec Prometheus. Il y a de plus en plus de réalisateurs et de producteurs qui mettent des petits extraits, des fausses pubs. Maintenant, c'est sûr que moi, j'ai parlé d'une pratique qui est considérée comme illégale, parce que c'est l'utilisation de matériel copyright non autorisé. Donc là, il y a comme un processus de légitimation qui essaye de se faire et qui est difficile à faire. Mais il y a clairement une polarité ici. Dans le cas du jeu vidéo, ça fait déjà très, très longtemps que l'industrie s'approprie le travail des fans, où on va construire, c'est la norme, par exemple, dans le first-person shooter, de donner aux fans, aux joueurs, des éditeurs de niveau pour qu'ils puissent créer eux-mêmes leur arène de jeu, par exemple, puis la publier finalement dans des réseaux sociaux construits aussi par la compagnie qui fait le jeu vidéo. Bethesda, qui est le créateur finalement de Skyrim, a créé aussi son propre éditeur, finalement, que les fans doivent, s'ils veulent pouvoir publier sur le Steam Workshop, doivent utiliser cet outil-là. C'est même un critère, en fait, pour être certain que ce soit compatible avec le jeu. Et donc,
cette compagnie a des liens déjà depuis les premiers Elder Scrolls, participe déjà à mettre de l'avant cette créativité, mais évidemment en profite de manière commerciale parce que leur jeu est sans cesse mis à jour par les communautés de fans qui décident de créer. C'est pas nécessairement une question que j'aborde dans ma thèse parce que je m'intéresse particulièrement sur l'expérience formelle qui est créée par ces éléments-là de culture populaire qui sont insérés dans le jeu. Donc, c'est pas nécessairement une question économique que j'étudie moi-même, mais il y a énormément déjà de recherches qui sont faites là-dessus, particulièrement sur Kuklиш, qui est un auteur qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, de pourquoi on ne monétiserait pas, par exemple, parce que ça reste que c'est du travail que les joueurs vont donner gratuitement. Et c'est un des sujets de l'heure aussi dans les différents groupes sociaux. Les modeurs aimeraient se faire payer aussi pour le travail créatif qu'ils font. Donc, c'est des enjeux qui sont très, très actuels dans l'industrie du jeu vidéo en ce moment. Dans le sous-titrage, c'est un peu comme ça aussi. C'est que, bon, d'un côté, il y a tout ce travail communautaire, collaboratif, gratuit qui se fait, qui est réapproprié par Netflix, carrément. Parce que, bon, les SRT, c'est des fichiers texte avec du timecode. C'est très, très facile de juste ramasser ça puis de le mettre sur de le juxtaposer à un film sur Netflix, surtout parce que ce travail-là, après, est libre de droit d'auteur. Donc, il n'y a pas ces enjeux-là. Et Netflix, bon, bouche des trous en engageant des sous-titreurs plus ou moins professionnels, bon, à prix réduit. Donc, c'est sûr qu'il y a une grosse appropriation, une grosse monétisation du travail des fans par l'industrie. Certainement. D'un autre côté, bon, les points positifs, c'est justement que ça brise cette espèce d'hermétisme là, du milieu du sous-titrage professionnel, le purisme aussi, des règles, des normes et tout ça. Donc, il y a quand même une subversion positive d'un peu toutes ces choses-là. Mais bon, ça reste encore dans un état de tension et de rupture, justement parce qu'on ne sait pas trop quoi faire pour régler les problématiques qui sont là. Puis en même temps, bon, Netflix, ça suscite toutes sortes d'enjeux qui sont propres à la plateforme même. Donc, ouais. Je pense qu'au niveau télévisuel, c'est clair que c'est des questions qui sont importante pour des télédiffuseurs et tout ça, surtout si on parle de chaînes généralistes comme NBC qui fonctionnaient avant avec des stratégies de programmation qui ne prenaient pas du tout en compte ces communautés de fans-là. Ce qui arrive, c'est que maintenant, ils n'ont comme plus vraiment le choix de les prendre en compte parce qu'ils ne peuvent plus avoir les millions en tout cas, de téléspectateurs qu'ils pouvaient obtenir pour une télésérie. Donc, c'est vraiment majeur pour eux de, évidemment, pouvoir aller chercher différentes, justement, communautés de fans. Bon, de là à dire, est-ce que ces communautés-là ont un impact direct sur ça? Je pense que c'est un peu difficile. Je ne pense pas que c'est tout à fait là. Je pense qu'il y a d'autres plateformes qui sont peut-être plus poussées à encourager ces participations-là. Je pense toutefois que oui, avec la création de différents forums ou plateformes où les fans peuvent interagir de la part des réseaux télévisuels, c'est clairement une façon pour eux de chercher à garder les fans, puis à aussi voir où est-ce qu'ils s'en vont, puis comment est-ce qu'on peut les faire intéresser à notre produit, tout en n'étant pas nécessairement sur la télévision. Donc oui, je pense que définitivement, comme ils cherchent à s'intéresser aux fans, à les comprendre, je pense que ça va se développer. Je pense que c'est encore pas tout à fait... je pense que ça va juste aller en se développant. Ouais, selon moi, les communautés de fans, ils vont avoir de plus en plus d'intérêt pour ces chaînes-là. Et dans tous ces exemples, on a quand même une idée de sérialité ou de continuité parce que c'est soit des franchises, soit des séries, donc soit des jeux qui continuent dans le temps. Donc l'idée d'un aller-retour entre membres des fans et membres des producteurs fait que le produit grandit avec toutes ces discussions. Merci beaucoup.